Vous voyez cette silhouette? Ce n'est pas un avion. C'est une machine certes, mais ce n'est pas un avion. Non, le mot avion est trop péjoratif pour cette œuvre. Aujourd'hui, dans cet épisode du Hangar, nous allons parler de l'enfant de la guerre froide, le SR-71 Blackbird. Tout commença en 1945 avec l'abaissement du rideau de fer et l'instauration de la guerre froide entre l'Union soviétique et les États-Unis. En effet, les États-Unis se rendirent compte qu'ils ne possédaient aucune donnée stratégique sur l'URSS et donc n'avaient aucune information sur le potentiel militaire et industriel de celle-ci. Du coup, malgré l'opération Ringer, qui est la première opération de renseignement systématique sur l'URSS qui consistait en une interrogation systématique de tous les prisonniers allemands rapatriés des camps soviétiques, les États-Unis ne possédaient qu'une vision restreinte du potentiel de leur adversaire. De plus, la majorité des installations industrielles et militaires avaient été depuis déplacés vers l'Oural, à la suite de l'invasion allemande de 1941 lors de l'opération Barbarossa, rendant du même coup leur localisation et tout bombardement ultérieur impossible. C'est dans ce contexte de tension géopolitique permanente que fut développé le précurseur du SR-71, le Lockheed U-2. L'altitude de vol de celui-ci était d'à peu près 20 000 mètres, ce qui le mettait hors de portée des missiles antiaériens soviétiques, tout en lui permettant de photographier les zones assignées par la CIA. Cependant, la détection dès 1956 de l'U-2 par les radars de la défense soviétique amena les États-Unis à ouvrir d'autres pistes pour conserver leur avantage tactique. C'est le début du projet Archangel, qui consiste à produire un avion espion invulnérable. A la base, le nouvel engin devait simplement être un avion ultra furtif. Toutefois, les capacités de production industrielle des États-Unis ne permettaient pas d'envisager une application militaire et une production industrielle à très court terme, étant donné que les radars soviétiques sont de plus en plus puissants. De fait, une nouvelle orientation fut donnée au programme. L'invulnérabilité de l'avion sera le fruit de l'altitude et de la vitesse, et les objectifs pour obtenir une telle invulnérabilité sont démentiels. Atteindre le double des plafonds et le triple des vitesses des meilleurs chasseurs de l'époque, soit une altitude de vol supérieure à 20 000 mètres et une vitesse de 3700 km/h. Le développement du SR-71 commença en août 1959 et devint prioritaire à la suite de l'accident de l'U-2 du pilote Francis Gary Powers, abattu par un missile antiaérien soviétique SA-2 le 1er mai 1960 et validant de fait la conception défendue par Lockheed. Renommé char à bœuf ou Oxcart, le projet reçut également le soutien de la CIA et du Pentagone, qui furent rendus aveugles à la suite de la suspension des vols de l'U-2, alors que ceux-ci avait un besoin permanent d'informations pour le lancement des missiles balistiques et pour anticiper le potentiel mouvement des troupes du côté soviétique. Mais lors de son développement, le projet dut faire face à des difficultés techniques, rien de bien surprenant vu les objectifs à atteindre. Par exemple, à une vitesse de Mach 3 et une altitude de vol de 20 000 mètres et à une température extérieure de moins 55 degrés, le frottement avec l'atmosphère engendrait une élévation de la température du fuselage à 220 degrés minimum et jusqu'à 560 au niveau des tuyères. Pour remédier à ce problème, le titane, plus résistant et plus léger que l'acier, et l'aluminium allait être employé. Fait surprenant, les États-Unis ne possédaient pas assez de titane. Celui-ci fut donc importé de l'Union soviétique par une société écran créée spécialement pour l'occasion par la CIA. Même problème pour les vitres du cockpit qui étaient portées à des températures de 150 degrés, ce qui obligea à la mise au point d'un verre spécial à base de quartz. Les pneumatiques logées dans les soutes étaient également soumises aux mêmes contraintes et durent bénéficier d'un développement spécifique, avec l'ajout d'un composé métallique pour refléter une partie de la chaleur. Ce n'est pas mieux à l'intérieur du cockpit où le pilote doit subir une pression atmosphérique de seulement 30 hectopascales, soit 3% de celle du niveau de la mer, et une température ambiante de 70 degrés, nécessitant la mise au point d'une combinaison intégrale quasi spatiale. Le développement des turboréacteurs d'une masse de 3 tonnes chacun et qui devait offrir une résistance à des températures extérieures de 400 degrés Celsius tout en produisant une poussée de 150 kN prit lui aussi un temps important. En effet, ceux-ci devaient être munis de cônes à géométrie variable à leur entrée d'air afin d'éviter les risques de calage en cas de trop forte admission d'air. Leur alimentation était assurée par un groupe de 6 réservoirs logés dans le fuselage et dans les ailes, embarquant au total 36,6 tonnes d'un carburant particulièrement qui possède un point d'ignition beaucoup plus élevé que le kérosène classique, et ce, afin qu'il ne s'enflamme pas à cause de l'échauffement de l'avion lorsqu'il évoluait à grande vitesse. Cette particularité fut d'ailleurs également employée par les ingénieurs de Lockheed pour refroidir l'appareil, le carburant circulant en effet dans les zones chaudes à l'avant, dans le nez et dans les soutes, puis étant dirigé vers l'arrière, vers les zones froides, ce qui limitait la chaleur générée par le déplacement de l'appareil. Donc oui, sur
Sur cet avion, le carburant est aussi un liquide de refroidissement. Toujours pour compenser les contraintes physiques intenses sur la cellule de l'appareil, le revêtement du SR-71 n'était pas lisse, mais ondulé. Cela lui permettait d'éviter la déchirure de son enveloppe au cours du vol en raison de la dilatation causée par la chaleur. Les moteurs, notamment, subissaient une dilatation de 6 cm en largeur et 15 cm en longueur, obligeant l'intégration de zones de vide dans l'appareil pour s'adapter à la dilatation dans la structure. L'inconvénient de ces espaces vides était que l'appareil avait plein de fuites lorsqu'il était au sol, car ses réservoirs ne se colmataient parfaitement que lorsque le fuselage avait commencé à chauffer et à se dilater, plaquant les panneaux de revêtement les uns contre les autres et assurant une étanchéité parfaite. Une huile spécifique nécessaire pour la circulation hydraulique était également raffinée pour fonctionner à une température de vol de 350 degrés Celsius. À partir du mois de mars 1968, les premiers SR-71 commencèrent à être déployés sur la base de Kadena à Okinawa, en remplaçant des A-12. La première mission eut lieu le 21 mars au-dessus du Vietnam du Nord. Les résultats obtenus à cette occasion confirmèrent la justesse des choix de conception de Lockheed. Le SR-71, de par sa vitesse et son altitude, échappait à toute tentative d'attaque des missiles antiaériens des pays du bloc de l'Est, tandis que les survols continuèrent tout le long de la guerre du Vietnam, en moyenne 2 sorties au-dessus du Vietnam du Nord par semaine. Ils participèrent notamment aux reconnaissances des raids de Son Tay et à l'estimation des résultats de différentes opérations. Le SR-71 fut la cible de tirs de missiles SA-2 nord-vietnamiens mais ne furent jamais touchés, et pourtant un des SR-71 aurait très bien pu se faire toucher. En effet, le 15 mai 1972, à cause de problèmes techniques, un SR-71 se retrouva au-dessus de Hanoï à 41 000 pieds, à moins de Mach 1,7, mais aucun des nombreux SAM de la ville ne sera tiré. Gros coup de chance pour l'équipage. Le 31 août 1981, Clarence Johnson annonça que plus de 1000 missiles avaient été tirés contre le SR-71 sans jamais l'atteindre. Les SR-71 fut également utilisés pour des reconnaissances régulières à la périphérie de l'URSS et pour surveiller les exercices de la flotte soviétique du Pacifique. Mais malgré la légende, le SR-71 Blackbird n'a jamais été utilisé pour violer l'espace aérien de l'URSS ni celui de la République populaire de Chine. Par contre, la Corée du Nord fut également une cible fréquente des reconnaissances avec des Blackbirds, qui faisaient à partir de 1977 12 sorties par mois pour surveiller régulièrement la disposition des forces nord-coréennes le long de la zone démilitarisée. L'avion fut aussi déployé au Moyen-Orient en 1973 pendant la crise de la guerre de Kippour, mais aussi des survols du Cambodge en 1980. Encore une fois, il n'a jamais été touché, mais j'imagine que vous ne visualisez pas vraiment à quel point le Blackbird va vite. Pour cela, Stardust va vous raconter une petite histoire comme il le fait si bien. Le lien de sa chaîne en description. Il y avait beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas faire dans un SR-71, mais on était les pilotes les plus rapides de l'Ouest et on aimait le rappeler à nos collègues en dessous. On nous demande souvent si c'était marrant de piloter ce jet. Marrant ne serait pas l'adjectif que j'utiliserais. Intense serait un peu mieux. Cérébral même. Mais il y a un jour dans ma carrière où je peux dire que c'était vraiment marrant d'être les plus rapides là-haut. C'est arrivé quand mon équipier Walt et moi nous volions lors d'un vol d'entraînement. On avait besoin de 100 heures de vol pour terminer la formation et être apte à partir en mission. On avait passé les fameuses 100 heures quelque part au-dessus du Colorado et nous devions faire un virage au-dessus de l'Arizona. L'avion se comportait parfaitement. On était plutôt confiants, non seulement parce qu'on partirait bientôt sur de vraies missions, mais en plus parce qu'avec toutes les heures de vol, on commençait à connaître l'avion. Avec le désert à 24 km en dessous de nous, on commençait à voir les côtes californiennes depuis la frontière de l'Arizona. J'étais un peu désolé pour Walter. Depuis la place arrière, il voyait pas le panorama incroyable qui était devant nous. Il était affairé à manipuler 4 radios. C'était un bon entraînement pour lui en vue des vraies missions où une communication venant du QG pouvait être vitale. C'était compliqué pour moi de donner le contrôle des radios à quelqu'un d'autre car j'avais ce contrôle des transmissions sur les avions que je pilotais avant. Mais ça faisait partie du boulot et je m'y pliais. J'insistais quand même pour parler à la radio moi-même quand on était au sol. Juste pour me rendre compte du travail qu'avait Walt à ce moment-là, j'écoutais les fréquences avec lui. Celle qui parlait le plus, c'était Los Angeles Centre, qui contrôle le trafic aérien en dessous de nous. Si nous étions à leur portée, ce qui était court vu notre vitesse, nous n'avions pas à leur parler en général, sauf si nous descendions à des altitudes dont ils avaient la charge. Nous écoutions la voix tremblante d'un pilote de Cessna qui demandait à Los Angeles Centre sa vitesse sol. Les contrôleurs répondirent « Novembre Charlie 165, je vous vois à 90 nœuds sol ». Il faut savoir une chose avec les contrôleurs. Quand ils parlent à un avion, que ce soit un petit Cessna ou Air Force One, ils utilisaient toujours ce même ton calme, profond, professionnel, qui pouvait vous faire vous sentir très important. Un peu comme les contrôleurs de Houston. Et peu importe dans quelle partie du pays nous volions, on aurait toujours dit le même mec dans la radio. De leur côté, on aurait dit que les pilotes voulaient tous sonner comme Chuck Yeager ou John Wayne. Plutôt mourir que de parler avec une voix ridicule à la radio. Juste après la requête du Cessna, un Beechcraft fit son entrée sur la fréquence avec un ton très hautain et demanda sa vitesse sol. La réponse du contrôle vint immédiatement. « Je vous ai à 125 nœuds en vitesse sol. »
Je me disais, bon sang, ce Beechcraft doit vraiment penser qu'il a ridiculisé le Cessna. Venu de nulle part, un F-18 de la Navy se mit lui aussi à parler au contrôleur. On a su tout de suite que c'était un gars de la Navy parce qu'il avait vraiment l'air détendu sur la radio. Centre Dusty 52 demande vitesse sol. Avant que le centre ne réponde, je me disais, franchement, ce Dusty 52 a un indicateur de vitesse sol dans son cockpit à 1 million de dollars. Pourquoi il demande ça? Ensuite, j'ai compris, ce petit gars voulait s'assurer que tous les coucous de la région sachent ce que c'est vraiment que la vitesse. Il est le plus rapide du coin aujourd'hui et il veut juste montrer à quel point il s'éclate dans son jouet dernier cri. La voix du contrôleur, toujours calme, sobre, répondit Dusty 52, centre, on vous a à 620 vitesse sol. Je me suis dit alors que l'occasion était trop belle et mon doigt s'est dirigé vers le bouton pour parler à la radio. Il fallait quand même faire cette blague. Dans quelques secondes, nous serions trop loin et on aura perdu une belle occasion. Ce F-18 doit la fermer et tout de suite. J'ai repensé à notre entraînement en simulateur et à quel point il était important de garder toute furtivité et que parler dans cette radio détruirait ce qu'on avait contribué à créer. Je ne savais pas quoi faire. Je criais dans mon scaphandre spatial. Soudain, je l'ai entendu. Le cliquetis du bouton de la radio dans le siège arrière. C'est à ce moment-là que j'ai su que Walter et moi étions un vrai binôme. Très professionnellement et sans aucune émotion, Walter dit Los Angeles Center, Aspen 20, pouvez-vous nous donner notre vitesse sol? Sans aucun temps mort, comme si la situation était tout à fait normale, la réponse du contrôleur arriva presque immédiatement. Aspen 20, je vous vois à 1842 nœuds, vitesse sol. Je crois que c'est le 42 que j'ai préféré, le contrôleur devait être si fier de la précision de l'info, et j'étais sûr que là-haut, il souriait. Mais le moment très précis où j'ai su que Walt et moi, on serait de très bons amis et pour très longtemps, c'est quand il a encore contacté le contrôle au sol, avec une imitation des plus fidèles du parfait pilote de jet, et a répondu Ah, centre, merci beaucoup, mais nous on a plutôt 1900 sur nos instruments. Le contrôleur, dont la voix si professionnelle commençait à se défaire, dit alors Bien reçu, Aspen, votre équipement est sûrement plus précis que le nôtre, profitez bien. On avait battu la Navy, tous les aéronefs sur la fréquence n'avaient d'autre choix que de s'incliner devant le roi de la vitesse, et bien plus important, Walter et moi étions devenus une vraie équipe. Un jour de travail au top, en somme. Par contre, on n'a jamais plus entendu aucune transmission jusqu'à qu'on atteigne la côte. Le SR-71 finira sa carrière dépassé par les nouvelles technologies d'espionnage bien moins coûteuses, ne nécessitant pas la mise en danger de vie humaine, mais aussi permettant de s'affranchir des épaisses couches de nuages qui recouvrent le nord de l'Europe, et cela sans violer les espaces aériens des pays hostiles. Les satellites d'observation militaire. Une fin paisible pour la carrière du SR-71 due au progrès technologique. Technologie qui permet d'ailleurs de mettre un pouce bleu à cette vidéo et aussi de s'abonner car en effet celle-ci est finie. N'oubliez pas aussi de mettre la petite cloche de notification, vous voyez je ne sors pas souvent de vidéos, et vous pouvez aussi aller sur mon Twitter ou mon Discord qui sont dans la description. Bye.